Saviez-vous que votre corps réagit environ entre 4 et 10 secondes avant même que votre cerveau ait conscience de votre pensée? En fait, le langage corporel peut aider sous plusieurs aspects en coaching, à savoir si la personne devant nous dit la vérité ou non, et éloigner les manipulateurs. Et aujourd'hui, on a l'experte en langage corporel, Annabelle Boyer. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Pamela. Alors, sujet super intéressant aujourd'hui, le langage corporel. Et je me souviendrai toujours, en fait, dans les premiers temps où tu me parlais de justement la synergologie, des études que tu as faites et tout. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais combien de signes on doit détecter en même temps pour pouvoir émettre une possibilité je ne veux pas dire un diagnostic, mais pour se faire une opinion. Oui, en fait, pour émettre une hypothèse, quand on a 4 signes ou moins en même temps, l'hypothèse, elle est très, 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 très pauvre. Si on se rend jusqu'à 7 signes, on a une hypothèse qui est modérée. Là. On est dans du 50-50. Et quand on a 8 signes et plus, on a une hypothèse qui est un peu plus solide. Mais évidemment, un bon expert en analyse du langage corporel ou un bon synergologue va remarquer généralement entre 20 et 25 items simultanément, pas un à la suite de l'autre, vraiment en même temps. Donc, on a une bonne idée de l'état d'esprit. Maintenant, c'est important de poser des questions parce que je peux avoir un langage corporel qui est affecté par notre conversation, mais peut-être qu'en même temps que tu parles, je pense à quelque chose qui me tracasse. Et là, à ce moment-là, mon non-verbal va être affecté par ce que je pense. Mais il est possible aussi, si j'ai mal au ventre, si j'ai besoin d'aller à la toilette, ça va venir interférer dans mon langage corporel. Si quelqu'un passait derrière toi, ça attirerait mon attention, ça modifierait mon langage corporel. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui viennent interférer, d'où l'importance d'apprendre lors du questionnement pour être en mesure de bien analyser le langage corporel. Et je pense que c'est souvent l'erreur que les gens qui n'ont pas étudié dans le domaine font. On parle souvent du croisement de bras. Oui. Moi, je me suis tout le temps fait dire, oh, là, t'es fermé à ce que je suis en train de te dire. Non, j'ai juste froid. Je suis frileuse, puis moi, ça me réchauffe de croiser mes bras. Par quoi tu suggères de commencer quelqu'un qui est vraiment à la base, qui connaît pas ou très peu ça? C'est quoi ces options pour essayer de s'améliorer à ce niveau-là? En fait, si les gens essaient d'y aller par eux-mêmes, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il existe tellement de mythes qui circulent sur les réseaux sociaux que si les gens intègrent ces mythes-là sans savoir que c'est des mythes, ils ont plus de chances de se tromper. Et si on y va en lisant des livres, il y a énormément de subtilités que l'on ne peut pas comprendre parce que, évidemment, moi, je dois analyser le langage corporel d'une certaine façon si je suis face à mon interlocuteur. Mais si mon interlocuteur a quelqu'un à sa gauche ou à sa droite, ça vient modifier des éléments. Et si je regarde deux personnes qui sont en train de se parler devant moi, je ne peux pas analyser les choses sous le même angle. Donc, ça vient interférer. D'où l'importance d'avoir de la supervision. Et évidemment, un item va avoir plusieurs interprétations possibles, dépendamment du contexte, dépendamment des gens qui sont présents, dépendamment de la discussion. Donc, il faut apprendre non seulement un signe, quelles sont les possibilités d'interprétation, mais quand on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 signes, 8 signes, 9 signes, 10 signes, il va y avoir une interaction entre les signes. Il y a des signes qui sont des signes symptômes, et il y a des signes qui sont des signes racines, des signes plus importants, et il y a un ordre pour analyser, d'où l'importance de suivre une formation avec quelqu'un qui est vraiment qualifié. Donc, pas seulement qui a fait des formations, mais qui est formateur pour être sûr de vous transmettre les bons éléments et de vous faire pratiquer. Parce que c'est comme dans n'importe quel domaine, on peut étudier de la théorie, mais entre la théorie et la pratique, il y a toute une marche. Ouais. Et on le sait quand on va faire des cours, que ce soit au cégep, que ce soit à l'université, on va arriver dans des cours où on va apprendre des belles théories qui ne s'appliquent pas du tout dans la vraie vie. Et c'est la même chose quand on lit des livres, quand on regarde des éléments, des vidéos gratuites sur YouTube. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui ne s'appliquent pas dans la vraie vie. Donc, il faut prendre le temps d'être formé par quelqu'un qui est qualifié. Une question me vient tout bonnement comme ça. Ça vient d'où ça, l'étude du langage corporel? Pourquoi ça a été
ça a été étudié, ça a été détaillé, et parce qu'il y a plusieurs livres, et là, il y a des formations. Ça provient d'où voyons, ce sujet-là? Mais en fait, c'est un sujet qui est là depuis longtemps parce que il n'existe pas seulement la synergologie, il existe plein d'autres domaines. Paul Ekman aux États-Unis s'est creusé la tête parce qu'il y a un membre de sa famille qui a fait une dépression et qui, au moment de sortir de l'hôpital psychiatrique, s'est suicidé. Et il aurait voulu voir les signes précurseurs pour pouvoir empêcher le passage à l'acte. Évidemment, après ça, il a développé des techniques pour essayer de voir est-ce qu'on peut être en mesure de déceler une personne qui va commettre un meurtre de masse. Donc, un terroriste qui s'en va faire évidemment un attentat, ou quelqu'un qui s'en va faire un attentat, par exemple, dans une école. Est-ce qu'on peut le déceler à l'avance? Mais déjà, les Grecs se posaient un paquet de questions. On voit des éléments dans la philosophie, on voit des éléments dans la médecine, on voit des éléments aussi dans la psychologie. Comment on fait, par exemple, par le non-verbal? Est-ce que l'on peut détecter qui va devenir un tueur en série? Dans les interrogatoires de police, comment on peut détecter les mensonges? Donc, il y a beaucoup d'éléments. Les professeurs qui ont besoin de savoir, est-ce que les élèves comprennent ce qu'ils disent ou ils ne comprennent pas? Donc, il y a beaucoup de disciplines qui se sont posées énormément de questions. D'ailleurs, quand on lit le dernier livre de Philippe Turchet, c'est le plus complet jusqu'à maintenant sur la synergologie. Il y a des centaines de recherches qui sont faites partout à travers le monde sur différents éléments du langage corporel. Et pour un coach, c'est une mine d'or d'informations parce que ça permet de savoir très, très rapidement si la personne qu'on a devant nous a un bon lien, si elle est à l'aise, si on est dans une relation de confiance. Ça permet de voir si la personne en avant de nous comprend ce qu'on est en train de lui expliquer. Ça permet de voir aussi quand la personne nous a pas dit toutes les informations dont on a besoin pour l'accompagner adéquatement. Donc, le coaching est très, très intéressé par l'analyse du langage corporel, mais le langage corporel est utile partout. Et j'aimerais faire un rebond sur ce que tu as dit un peu plus tôt, le fait de poser des questions. Je pense que c'est important, et tu pourras confirmer ma réflexion, mais de ne pas utiliser le langage corporel pour attaquer l'autre, pour le critiquer ou pour assumer soi-même qu'on sait déjà la réponse sans nécessairement que la personne l'ait confirmée. Et ça ne doit pas nécessairement être évident, surtout au début, j'ose croire, parce que si tu vois que la personne donne des signes de mensonge, je pense qu'il faut que tu aies quand même un bon contrôle pour pas, justement, tu sais, moi, je serais tentée de faire comme, hey, pourquoi tu me mens, dis-moi la vérité, puis ça, c'est à ne pas faire. Et c'est pour ça que quand les gens essaient d'y aller par eux-mêmes, qui vont lire des livres, qui vont regarder des petites vidéos, bien évidemment, ils sont orientés à observer le langage corporel de l'autre sans travailler sur eux-mêmes. D'où l'importance d'être supervisé parce que dans une formation, la première personne que l'on apprend à analyser, c'est soi-même. Parce qu'on va à ce moment-là faire des vidéos, se voir de quoi on a l'air, et là, on va analyser notre langage corporel. Et là, on va réaliser que finalement, notre corps dévoile énormément d'informations, mais qu'en plus, notre corps influence le langage corporel de l'autre. Parce que là, on a l'effet Pygmalion et l'effet Golem qui viennent interférer. Si moi, j'ai une perception très positive de l'autre personne, bien, mon langage corporel va se modifier et mon langage corporel, il est perçu par l'inconscient de mon interlocuteur. Et mon interlocuteur cherche à me donner raison de façon totalement inconsciente. Mais si moi, j'ai une perception négative de l'autre personne, ça paraît dans mon langage corporel, même si je pense que ça ne paraît pas. Et l'autre personne va réagir à mon langage corporel négatif et de façon totalement inconsciente. Donc, je ne suis pas un observateur qui n'influence pas. Au contraire, j'influence continuellement le langage corporel de l'autre, d'où l'importance, évidemment, de travailler sur soi. Et très sincèrement, quand on commence à analyser le langage corporel et qu'on jase tout d'un coup avec quelqu'un, le fait qu'à un moment donné, on se gratte, on se dit là, pourquoi je me gratte? Parce que non seulement j'ai vu le geste, mais je le sens sur ma peau. Fait que j'ai plusieurs stimulations en même temps. Je ne peux pas ne pas le remarquer.
Et là, je fais à quoi je pensais, de quoi on parlait. Et là, quand il y a une démangeaison, il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé. Et là, ça devient dérangeant et on se met à analyser tout notre langage corporel. Et très souvent, quand les gens veulent justement apprendre le langage corporel, mais avec une mauvaise intention, ils abandonnent dès la première formation, justement parce qu'ils ne veulent pas être filmés et ils n'aiment pas ce qu'ils voient dans leur propre langage corporel. Alors, ils ne se rendent jamais jusqu'aux outils les plus puissants parce qu'ils abandonnent bien avant. Mais ça, faut mettre l'ego vraiment de côté. Hein? C'est une bonne dose d'humilité de regarder son propre non-verbal, puis d'être capable, en fait, de l'avouer, qu'à ce moment-là, je ressentais un inconfort ou je ne voulais pas répondre. Et ça me donne envie de renchérir un peu sur, c'est dans un de tes livres, en fait, puis tu me l'as déjà dit, que tout le monde ment. Oui. Oh, ça, c'est pas facile à avouer. Et je sais pas s'il y a même une étude, un pourcentage qui existe de combien de personnes sont capables d'admettre qu'ils mentent. Mais ça, c'est vraiment pas évident. Et on ment plusieurs fois par jour. On ment en moyenne 6 à 200 fois par jour selon des études en psychologie. Dans certains cas, ça va être plus. Et en fait, même quand les gens me disent « Ah, moi, je ne mens jamais », en coaching, généralement, je vais déceler des mensonges très facilement et je vais prendre le temps de les nommer. Et ce qui est drôle, c'est que quand on se regarde mentir, quand on se regarde avoir de la difficulté à s'affirmer, là, nous, on fait des prises de conscience. Mais pour vrai, tout l'entourage a tout vu ça. Parce que l'entourage le voit bien qu'on est en train de mentir, le voit qu'on est mal à l'aise, le voit qu'on n'est pas d'accord. C'est juste nous qui ne savons pas de quoi on a l'air dans ce temps-là. Mais les autres le voient. Alors moi, je préfère savoir ce que les autres voient et apprendre à être plus authentique, à être plus dans l'affirmation avec la bienveillance. Donc, je préfère m'améliorer, mais savoir ce que de toute façon, tout le monde sait. Et c'est ça avec les zones d'ombre, c'est que nous, on ne sait pas de quoi on a l'air. Nous, on ne voit pas nos comportements, on ne voit pas notre langage corporel, mais le reste de l'entourage le voit. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus sain, au contraire, de savoir ce que les autres savent et de m'améliorer, de travailler sur moi pour être une meilleure personne. Et c'est pour ça qu'en coaching, quand je décèle des mensonges, puis tu me connais assez pour savoir que je peux poser beaucoup de questions, et Oui. quand j'arrive avec quelqu'un qui me fait une affirmation et que son corps n'est pas d'accord avec l'affirmation, je sais que je vais devoir reposer des questions sur cet élément-là et je vais reposer des questions 3 minutes plus tard, 10 minutes plus tard. Et la version, à ce moment-là, va changer beaucoup. Puis à un moment donné, je vais dire, tantôt, tu m'as dit ça, maintenant, tu me dis ça. Est-ce que c'est tantôt que tu me mentais ou est-ce que c'est maintenant? Parce qu'il y a une trop grande contradiction. Mais je l'accueille avec sérénité, parce que je le sais que tout le monde ment, de un, et de deux, j'ai fait la paix avec mes vieux mensonges. Donc, j'ai appris à accueillir l'autre parce que j'ai appris d'abord et avant tout à m'accueillir moi. Et ça, mais à force de regarder mon propre langage corporel, ça devient évident. Moi, j'ai montré beaucoup de choses à mon conjoint. Fait qu'évidemment, quand je lui parle, puis que tout d'un coup, je me gratte l'avant-bras gauche, il sait que dans ma tête, ce dont je suis en train de parler, je sens que j'ai besoin de me protéger d'une situation. Bon, fait qu'aujourd'hui, il le sait. Fait qu'à chaque fois, quand il me voit faire ça, il fait « OK, qu'est-ce que tu perçois comme étant une menace? De quoi tu as besoin de te protéger? Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là qui te dérange à ce point-là? » Donc, au contraire, on peut utiliser le langage corporel pour aider l'autre, pour accompagner l'autre. Et dans les faits, les grands manipulateurs regardent de toute façon votre langage corporel. Donc, d'où l'importance de savoir ce que dit votre corps, parce que ça permet à ce moment-là d'être beaucoup plus authentique. Et authentique, ça ne veut pas dire vomir nos émotions dans le visage de l'autre. Vomir mes émotions dans le visage de l'autre, c'est pas de l'authenticité. Là, c'est au contraire, c'est de l'envahissement. Et on n'est plus dans l'émotion, on est dans un sentiment, on est dans une construction du mental, c'est autre chose. Donc, ça demande un travail sur soi. Et tu en as parlé un petit peu tantôt, le fait que, en fait, de lire le langage corporel peut aider en coaching. Et j'aimerais ça, par contre, que tu nous expliques comment faire attention en tant que nouveau coach ou quand on est encore nouveau débutant dans la lecture du langage corporel pour que ça ne prenne pas toute la place dans notre coaching, dans le sens où pour pas qu'on soit focusé sur lire le langage corporel de l'autre et ne poser des questions uniquement en ce sens-là et oublier un peu la raison de la venue du client.
Et c'est pour ça qu'on va justement, généralement, étudier le langage corporel d'abord en formation, parce que là, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de conséquences. Et on va l'étudier aussi quand on fait de l'hypnose. Parce qu'en hypnose, je dois utiliser justement ce qu'on appelle une ratification. J'observe ce que mon client fait et je l'utilise et je le nomme. Donc, si le client, dans l'hypnose, prend une plus grande respiration, et plus tu prends une grande respiration, plus tu entres en profondeur à l'intérieur de toi dans un état agréable et profond, profond et agréable. Et plus tu entres en profondeur à l'intérieur de toi dans un état agréable et profond, profond et agréable, plus l'esprit s'apaise et plus l'esprit s'apaise, plus la respiration se calme. Donc, j'utilise ce que je vois pour améliorer mon hypnose. C'est le temps de l'utiliser parce que là, ça nous permet d'apprendre à observer le langage corporel et à nommer des choses en même temps. Fait que c'est le meilleur moment et ça décuple la puissance de l'hypnose, ça décuple aussi la puissance des autres techniques, mais tout particulièrement de l'hypnose. Donc, c'est plus facile dans un contexte comme ça et ça donne le temps à notre cerveau de bien mettre les choses en place, de bien observer les bons éléments, de se souvenir des interprétations qui sont à faire, de se souvenir des pièges aussi de l'interprétation. Et ça permet de cheminer de façon, je te dirais, plus harmonieuse dans l'apprentissage. Comment on fait en coaching, dans le sens où toi, tu disais quand tu te grattes, ton conjoint peut constater qu'il y a quelque chose qui te dérange. Sauf que une autre personne va se gratter, ça va signifier autre chose. Alors, comment on peut, à quel point, dans le fond, on peut analyser le langage corporel dans un coaching en prenant compte tu sais, tu t'en as parlé un petit peu tantôt, là, ça dépend de plein de circonstances. Mais c'est quand même à maîtriser très bien, là, dans le sens où je peux poser une question, je peux penser à une certaine analyse du langage corporel de l'autre, mais il existe tellement de possibilités. Comment on fait pour s'enligner un peu là-dessus? Et c'est pour ça qu'il faut avoir nos 8 items en partant. Okay. Justement, parce que si j'ai mes 8 items, j'ai une bonne idée de ce qui est en train de se passer. Et quand je suis en train de faire un exercice à quelqu'un, si je lui fais faire une T5P, si je lui fais faire un brouillage en PNL, si je lui fais faire de l'EFT, la personne, elle est concentrée sur le problème qu'on est en train de résoudre. Donc, je viens d'éliminer beaucoup de possibilités parce que la personne vit quelque chose qui est transformateur, qui est transformationnel, qui est en train d'opérer une métamorphose à l'intérieur de lui. Donc, son esprit est focus. Ça me facilite énormément la tâche. Et si en plus, j'ai pris le temps de bien analyser mes 8 items en même temps, et on commence par des items qui sont plus macro, la position assise, la position des jambes, la position de la tête. Déjà là, je vais avoir beaucoup d'éléments. Juste la tête, j'ai 3 positions à analyser. Donc, juste avec la tête, ça m'en fait 3. Avec la position assise sur la chaise, ça m'en fait un 4e. La position des jambes, ça m'en fait déjà un 5e. La position des pieds, je viens de m'en rajouter un autre. Le mouvement des épaules, je viens de m'en rajouter un autre. Le mouvement des mains ou la position des mains, je viens de m'en rajouter un autre. Et si je rajoute à ça, en plus, l'état de détente ou de contraction musculaire, je viens de m'en rajouter un autre. Donc, ça va assez rapidement quand on sait quoi analyser, évidemment. Fait que c'est sûr que pendant les exercices, pendant le coaching, je te dirais que c'est plus facile que dans la vraie vie, justement parce que les gens sont focalisés sur ce qu'on est en train de faire. Mis à part détecter les mensonges ou les évitements en coaching, à quoi d'autre peut aider la lecture du langage corporel dans un métier comme celui-là? En fait, je te dirais que l'analyse du langage corporel, ça accélère toutes les conversations. Parce que comme on le voit tout de suite, si la personne comprend, comme on le voit tout de suite, si la personne nous donne toutes les informations, si elle a des hésitations, ça nous permet de poser rapidement des bonnes questions pour accélérer le processus. Mais ça va nous être aussi utile pour nous parce qu'il y a des clients qui ne sont pas des bons clients. Et ça, le langage corporel va nous le faire voir très rapidement. Parce que souvent, notre instinct, il le sait si c'est un bon client ou si c'est un mauvais client. Parce qu'un mauvais client, c'est quelqu'un qui s'identifie, par exemple, à ses identités saboteuses de victime ou de dépressif et qui ne veut surtout pas les lâcher parce que s'il change, il n'est plus personne.
Mais ces clients-là, ce pas des bons clients en coaching. C'est des clients qu'il faut envoyer en thérapie parce qu'en thérapie, ils vont aller travailler des éléments qu'on ne travaillera pas en coaching. Des gens qui espèrent que, par exemple, quand j'ai des couples qui viennent et quand j'en ai un des deux qui espère que je vais dire à l'autre que c'est un méchant, que je vais dire à l'autre, ça, c'est des mauvais clients. Donc, il y a des clients aussi qui viennent parce qu'ils espèrent trouver des façons de manipuler quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est des mauvais clients. Et ça, l'analyse du langage corporel va me permettre de le déceler assez rapidement et va me permettre de déceler les gens qui essayent de me manipuler. Donc, ça peut être dans ma clientèle, ça peut être dans des fournisseurs, ça peut être dans des partenaires d'affaires, ça peut être dans des rencontres de réseautage. Donc, ça aussi, ça devient extrêmement intéressant. Et l'autre élément, c'est que ça nous permet de réaliser dans quel état nous, on est continuellement. Parce que très souvent, quand on est coach, on est focalisé sur les autres et on oublie de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais quand on décèle plus rapidement que là, on a tout d'un coup une baisse, une chute de notre énergie et qu'il faudrait faire là, tout de suite, maintenant, un exercice de ressourcement, on va s'éviter à ce moment-là beaucoup d'épuisement et beaucoup de maladies. Donc, on prend le temps de s'auto-observer pour évidemment se protéger, être en mesure de se ressourcer au bon moment et être en mesure d'établir des bonnes relations. Et là, tout ce beau bagage-là, pardon, ma voix a cassé, tu vas nous le partager dans le parcours, là, dans ton institut de coaching. Quels sont les sujets du langage corporel que tu vas aborder, que tu vas donner des outils, en fait, pour apprendre à mieux l'utiliser? En fait, dès le départ, on va commencer par regarder comment fonctionne le cerveau et comment on peut faire donc pour comprendre le langage corporel. Parce que le volet neurosciences, il est très, très important. Comme on a dit au début, il y a tellement de mythes qui circulent, que ce soit les bras croisés qui diraient que ça veut que vous êtes fermé alors que c'est pas vrai, la démangeaison du nez, c'est un mensonge, la personne elle regarde ailleurs, c'est sûr qu'elle ment. Il y a beaucoup de mythes qui circulent. Donc, on va déconstruire tout ça en regardant pour vrai, là, le cerveau, il fonctionne comment? Donc, on regarde ça en premier. La deuxième chose, on va regarder l'ensemble du corps. Comment on analyse la posture debout? Comment on analyse la posture assise? Comment on analyse les mouvements avec les bras? Comment on analyse les mouvements avec les jambes? Comment on analyse des axes de tête dans un contexte de coaching pour donner les informations les plus pertinentes. Donc, on voit plusieurs éléments dans un contexte où on est face à face avec un client pour être sûr qu'on soit moins distrait par toutes les possibilités de l'analyse du langage corporel. Donc, c'est sûr que je vais vous donner des indices sur tout ce qui existe d'autre pour que votre esprit comprenne qu'il y a autre chose et dans un contexte où vous êtes dans un groupe, vous êtes avec votre famille, vous êtes avec des amis, il y a d'autres éléments dont il faut tenir compte. Mais en coaching, on se spécialise dans quoi? Donc, ça permet à ce moment-là d'accélérer beaucoup l'apprentissage. Et là, pour ce faire, hein, les gens qui pourraient, en nous écoutant, se dire qu'ils sont intéressés à en apprendre plus sur le sujet du langage corporel, peuvent bénéficier en fait d'un appel stratégique avec toi au sujet là, de ton institut, en fait. Oui, parce que c'est sûr que dans l'Institut de coaching et neurosciences, je veux m'assurer d'avoir des gens qui veulent vraiment apprendre des techniques parce que ça va impliquer qu'ils vont les expérimenter aussi sur eux-mêmes et que ce soit des gens qui veulent devenir des coachs professionnels ou des gens qui veulent apprendre à accompagner des gens autour d'eux quand l'occasion se présente aussi. Parce qu'on a des gens qui sont des coachs et qui s'affichent comme coachs et on a des gens qui, par leur travail, par leur métier, vont à ce moment-là intervenir, par exemple, sur leurs employés, vont intervenir sur des élèves, vont intervenir sur un autre type de clientèle, sans nécessairement s'afficher comme coach, mais qui ont besoin d'outils pour raffiner leur intervention. Et là, à ce moment-là, évidemment, dans l'appel stratégique, moi, ce que je vais voir, c'est que je vais voir exactement quels sont les besoins de la personne qui est en train de me parler, c'est quoi les défis, c'est quoi les obstacles, et ça serait quoi les 3 grandes étapes pour réussir à devenir un super coach? Donc, quelqu'un qui a des techniques qui sont puissantes, efficaces et qui ressent une grande confiance à les appliquer. Parce qu'évidemment, quand on veut devenir coach, on veut devenir un coach qui est crédible, on veut devenir un coach qui est efficace, on veut être confiant
pour se sentir bien et avoir un réel impact sur la personne qui est en avant de nous. Parce que ce qu'on veut, c'est l'aider réellement. Donc, on veut l'accompagner à se métamorphoser. On veut pas juste qu'il aille un peu mieux. On veut qu'il y ait un changement majeur. Donc, dans l'appel, justement, on va regarder, ça prend quoi pour redevenir un super coach et être en mesure d'accompagner des clients à opérer des changements majeurs, durables. Et ça, à ce moment-là, ça nous permet nous-mêmes de se métamorphoser à travers chaque client et de se sentir bien, de se sentir à sa place, de se sentir confiant, de se sentir crédible et de sentir qu'on fait une vraie différence dans le monde. Super intéressant. Et pour justement demander cet appel stratégique-là, les gens peuvent cliquer sur le lien qui est dans les commentaires Oui. Et voir selon les disponibilités, les heures pour prendre un rendez-vous avec toi. Exactement. Merci énormément, Annabelle, de nous avoir parlé du monde du langage corporel qui est extrêmement intéressant et au plaisir d'analyser, de développer mes compétences dans le langage corporel. Merci à toi.